Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 heures de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Révision à la baisse de la prévision de croissance. Laurent Fabius brise à nouveau le tabou après l'objectif impossible de 3% de déficit cette année. Le ministre des Affaires étrangères évoque un petit 0,2% de croissance. Quels nouveaux efforts de rigueur derrière ce chiffre rikiki? Nous recevons le rapporteur du budget, François Marc, ce soir sur notre plateau. Et l'UMP, Albéric de Montgolfier. Messieurs, bonsoir et à tout à l'heure. François Hollande, qui était de passage aujourd'hui en Grèce, où il prône la croissance pour sortir ce pays et toute l'Europe de la crise. Viande de cheval, mais aussi lait, la traçabilité des produits alimentaires à l'épreuve de la mondialisation. Les ministres concernés auditionnés aujourd'hui au Sénat, invité du 19h tout à l'heure, le sénateur centriste Jean-Jacques Lasserre, qui est l'ancien dirigeant de la coopérative Lurberry, propriétaire de la société Spanghero, qui a été perquisitionné aujourd'hui encore. 7 touristes français, dont 4 enfants, ont été enlevés au nord du Cameroun. Ils ont été enlevés par des hommes à moto dans un village près de la frontière avec le Nigeria, pays dans lequel d'ailleurs les ravisseurs les auraient emmenés. François Hollande a confirmé cet enlèvement en évoquant un groupe terroriste que nous connaissons. Par ailleurs, au Mali, lors d'une opération militaire dans les montagnes du sud du pays, un soldat français a été tué aujourd'hui et une vingtaine d'islamistes armés ont subi le même sort. Le chef de l'État, en visite quelques heures aujourd'hui donc à Athènes, a confirmé que la croissance française n'atteindra pas 0,8% cette année. Laurent Fabius avait ce matin surpris en annonçant ce chiffre revu à la baisse, autour de 0,2, 0,3%. Ce n'est pas encore un chiffre officiel. D'ailleurs, Bercy s'en est démarqué dans la journée. Toujours est-il que ce retour à la réalité ne surprend aucun économiste et il serre un peu plus l'étau sur le gouvernement en pleine gestion rigoureuse des finances publiques, selon le mot du Premier ministre. Faustine Saint-Geniès. 1,2%, puis 0,8% et désormais encore moins. Les prévisions de croissance pour 2013 sont de nouveau revues à la baisse. Et curieusement, c'est le ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'économie, qui le dit. Comme au niveau de l'Europe, les choses n'ont pas l'air d'aller de manière bien fameuse, on va être obligé de la revoir en baisse. Ça doit être fait dans les jours qui viennent. 0,2, 0,3 Oui, c'est autour de ce chiffre. Une annonce immédiatement tempérée par Bercy, mais pas démentie. Avec une croissance en baisse, impossible de résorber les déficits. Cela dit, du côté de Bruxelles, François Hollande peut espérer une certaine indulgence. La France pourrait bénéficier d'un délai pour corriger son déficit excessif. Répit également sur les marchés financiers, mais en contrepartie, la France doit rassurer. Si la France ne continue pas dans ses mesures de rigueur et de politique budgétaire réaliste, qu'elle ne n'envoie pas des signaux forts, notamment sur les retraites, sur la dépense publique, il est certain qu'à un moment donné, elle perdra le crédit auprès des marchés. C'est donc surtout pour les contribuables français que les ennuis se profilent. Retraite, allocation familiale, assurance chômage. Désormais, il n'y a plus de petite économie. Et donc, je vous le disais, le chef de l'État a effectué aujourd'hui une visite éclair en Grèce, rencontres au sommet, et puis volonté d'affichage politique aussi. Son accueil a tranché avec celui que le pays, plongé dans la crise, avait réservé à Angela Merkel, synonyme de rigueur et d'austérité, il y a tout juste quelques mois. À Athènes, nous retrouvons Angélique Kourounis. Bonsoir Angélique. Quel était, vu d'Athènes, l'objet de cette visite présidentielle française ? Écoutez, en premier, l'objet a été de soutenir et de donner du courage aux Grecs, mais il faut aussi dire que François Hollande a été vraiment extrêmement bien accueilli. Vous l'avez dit, pas de manifestations haineuses comme ce fut le cas il y a 4 mois avec la chancelière allemande, mais des drapeaux tricolores dans toute la ville. Les Grecs vont à la France le contrepoids de l'Allemagne et les paroles du président français ont été une belle musique à leurs oreilles. Je ne suis pas là pour demander une plus grande austérité. Je sais que les Grecs ont beaucoup souffert et qu'ils souffrent encore. Il faut que le pays reprenne le chemin de la croissance et que la réduction du déficit se transforme en emploi. La crise de l'euro est derrière nous, a-t-il martelé. Si la croissance n'est pas au rendez-vous, c'est la crise politique qui menace. François Hollande n'a pas dit comment il voulait que le pays retrouve cette croissance. En revanche, il est venu en Grèce, a-t-il souligné, pour pousser les entreprises françaises à être présentes dans les privatisations, car elles ont l'expérience du service public. Des accords bilatéraux ont été signés dans le domaine du tourisme. François Hollande a par ailleurs assuré que la France va aider la Grèce dans le domaine de la santé, la fiscalité et l'établissement du cadastre. Cette visite éclair de moins de 6 heures s'est fait au pas de course, mais François Hollande a pris le temps de rencontrer les Français établis dans le pays. Une rencontre qui vraiment a ravi la communauté française. Merci beaucoup
Merci beaucoup, Angélique Kourounis, donc pour cette correspondance en direct d'Athènes ce soir. Avec nous sur ce plateau, donc François Marc, le rapporteur général du budget et sénateur socialiste du Finistère. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, Albéric de Montgolfier, sénateur UMP de l'Eure-et-Loire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à voir aujourd'hui, donc François Hollande militait pour la croissance, pour la Grèce, alors qu'il doit reconnaître eh bien, que celle en France sera moins importante que prévu, Monsieur Marc? Non, je crois que c'est la continuité dans les orientations que François Hollande souhaite voir affirmées plus fortement en Europe, à savoir une stratégie davantage axée sur la croissance et un peu moins sur l'austérité. Et je crois que la stratégie est la même. Il s'agit d'inciter les autorités européennes et d'encourager les pays de l'Europe à prendre en considération cette exigence aujourd'hui pour les questions d'emploi, les questions de pouvoir d'achat. Albéric de Montgolfier, cette révision à la baisse, donc annoncée à la surprise générale par Laurent Fabius, c'était un secret de polichinelle pour vous? C'est pas une surprise, puisque dès le budget que nous avons voté au Sénat en 2012, fin 2012, en novembre 2012, nous avions indiqué, pour ce qui est du MP, que les hypothèses de croissance étaient surévaluées, puisque le gouvernement a en effet bâti un budget sur une hypothèse à 0,8, et déjà à l'époque, la Commission européenne avait indiqué que ce serait 0,4%, et nous-mêmes, nous disions que c'était surévalué, certains disaient 0,3%, 0,4%. Aujourd'hui, simplement, on découvre la réalité, c'est-à-dire que ce sera 0,2, 0,3%. Ce que ça représente, 0,5 points en moins, c'est tout simplement 5 milliards d'euros de plus à trouver, des impôts demain ou des économies à faire. Alors sur ce point justement, on va écouter, vous pourrez réagir Monsieur Marc, Valérie Pécresse, l'ancienne ministre du Budget, qui était l'invitée de Preuve par 3 juste avant ce journal. Si on prend le chiffre de 0,2%, ça veut dire, nous sommes en février, qu'il manque 6 milliards d'euros de recettes. Donc 6 milliards, ça veut 6 dire milliards d'euros de recettes. Il faut trouver 6 milliards de plus. Attendez, il manque 6 milliards de recettes et les dépenses ont déjà dérapé de plus de 3 milliards d'euros. Voilà, donc on est aujourd'hui avec 10 milliards d'euros en manque dans le budget. Le budget 2013 n'est plus sincère, je l'ai dit, il doit être revu. Et la perspective du retour à l'équilibre en 2017, à laquelle s'accroche Monsieur Hérault, est aujourd'hui totalement improbable. Alors, François Marc, est-ce qu'on peut dire que l'exercice budgétaire qui s'annonce pour le gouvernement ne sera pas seulement compliqué, mais redoutable? Je crois que c'est assez cocasse de voir Mme Pécresse essayer de donner des leçons quand on sait l'état des finances publiques qu'elle a laissé. Elle était ministre du Budget. Je me souviens des écarts considérables qu'il y avait entre ses prévisions et les réalisations constatées. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut un peu de modestie. L'exercice qui est devant nous sera difficile, on le sait. Le cap est fixé et ce cap, c'est celui qui nous engage vis-à-vis de Bruxelles. La France a des engagements à tenir. Je suis persuadé qu'elle les tiendra. Cet engagement, c'est bien entendu de réduire le déficit structurel qui est de 3,6% et de le ramener à 1,6% en 2013, puis de le ramener à 0 progressivement pour 2016. Donc ça, ce cap, me semble-t-il, sera tenu. Et au-delà de ça, il y a évidemment une partie conjoncturelle. Si l'Europe connaît de grosses difficultés, eh bien, ça se traduit aussi en France, comme en Allemagne d'ailleurs, on l'a vu au dernier trimestre, où la croissance a été tout à fait atone, comme en France. Oui. Et dès lors, on a conscience que si la conjoncture se dégrade, eh bien, il y aura sans doute, par rapport à l'objectif visé, un écart entre le 3 qui est visé et peut-être qu'on n'atteindra que 3,2 ou un peu plus, ou 3,5 de déficit. Et dans ces conditions, il y aura nécessité de bien regarder sur les recettes et les dépenses. Mais ce que je veux dire ici, c'est que les engagements qu'on a pris vis-à-vis de Bruxelles sont sur le solde structurel. Et sur ce point, l'engagement sera tenu. Et pour le reste, il faut, je crois, écouter aujourd'hui à la fois le FMI et vendredi prochain ce que dira l'Europe sur ses propres prévisions pour en tirer les enseignements. Oui, quant tenir à compte nos de la propres conjoncture. ajustements. Il faut tenir compte de l'environnement, de la crise, de la conjoncture économique. Monsieur Montgolfier, est-ce que vous acceptez ces arguments? Je partage évidemment le cap qui ne pourrait pas partager cette idée de réduire le déficit. Là où il y a des accords fondamentaux, c'est sur la trajectoire elle-même, le chemin, puisqu'il y a plusieurs chemins. Puisque ce que nous avions dénoncé dans le projet de loi de finances, c'était que l'effort reposait pour 2/3 sur les augmentations d'impôts et pour 1/3 seulement sur la dépense. Et aujourd'hui, on est malheureusement rattrapé par la réalité. Donc on va devoir faire les deux, recourir encore aux hausses d'impôts
et sans doute un petit peu aussi aux baisses de dépenses. Il y a aussi une chose les baisses de dépenses, elles sont annoncées. Une chose qu'on conteste également, c'est que les premières mesures auraient permis de réduire d'ores et déjà le solde. Quand on prend le collectif budgétaire qui a eu lieu la fin d'année dernière, qu'est-ce qu'on a assisté? On a assisté d'une part à la renonciation à un certain nombre de recettes. Je pense à la TVA compétitivité qu'on avait votée qui devait rapporter 13 milliards d'euros. Si on l'avait mise en œuvre, cette TVA nous aurait rapporté en année pleine 13 milliards d'euros de plus. Et par ailleurs, le gouvernement a décidé d'augmenter un certain nombre de dépenses. Je pense à l'embauche de fonctionnaires, je pense à l'augmentation d'un certain nombre de minima sociaux, à la prime de rentrée scolaire, et je pense aussi, par exemple, à la semaine de 4 jours et demi qui va coûter demain aux collectivités, donc à la dépense publique. Donc voilà ce qu'on conteste, non pas l'objectif qu'on partage, et bien évidemment la trajectoire qui doit proposer plus pour nous sur des diminutions de dépenses. Alors François Marc, à propos des impôts, on se souvient que Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget, lorsqu'il avait présenté les dernières hausses, avait dit « je m'engage à la stabilité pour le restant du quinquennat ». Ça serait une promesse impossible, vous pouvez le dire ce soir? Non, Jérôme Cahuzac s'est exprimé relativement à la fiscalité des entreprises et a indiqué que pour les entreprises, il fallait considérer que pour pérenniser leurs investissements, il était important qu'elles sachent à quoi s'en tenir pour la fiscalité. Ça ne valait pas pour les contribuables particuliers? Pour les contribuables... On l'avait compris comme ça. Hein. Non, pour les contribuables, la question est posée dans chaque loi de finances de toute façon, parce que nul ne sait de quoi demain sera fait et nul ne sait de quoi la conjoncture européenne va demain être faite. Dans ces conditions, chaque loi de finances apportera des ajustements. Ce qui est clair, c'est que François Hollande s'est engagé dans ce quinquennat à ce qu'on sollicite à 50-50 les recettes et les dépenses. Donc on a commencé effectivement par solliciter un peu plus les recettes par des impôts. Oui, aux trois quarts, donc à souligner la Cour des comptes la semaine dernière. On l'a fait au début parce que l'effet était moins récessif en s'appuyant sur les recettes. Et il s'agit à présent de veiller à ce que l'équilibre 50-50 soit respecté dans la trajectoire des 5 années. Il faut tendre vers un déficit zéro en 2017 et pour cela s'appuyer sur 50% de recettes en plus et 50% pour les dépenses en moins. Donc il faut faire cet effort. Alors les dépenses, l'UMP, vous êtes d'accord, vous en préconisez. Est-ce que vous pensez possible de solliciter encore plus les Français, les particuliers comme les entreprises? Évidemment non, parce que nous avons d'ores et déjà le taux de prélèvement obligatoire, peut-être avec le Danemark, parmi les plus élevés en Europe, 56%, et augmenter encore les prélèvements obligatoires, ça serait diminuer le pouvoir d'achat des Français ou diminuer la compétitivité des entreprises. Donc c'est là-dessus qu'il y a une forte contestation, et nous considérons qu'en revanche, l'effort doit être plus porté sur la dépense et ça aurait dû être fait dès le début du quinquennat et pas simplement sur la durée du quinquennat. Pour ça, il y a des marges de manœuvre, c'est évident, mais il faut accepter de toucher un certain nombre de dépenses qui sont parfois très largement acceptées. Je pense en particulier à la dépense sociale, où on aura sans doute des obligations de mettre des conditions de ressources, de mettre un certain nombre de restrictions, parce que c'est là évidemment le gros de la dépense. Et par ailleurs, je crois qu'il faut également renoncer à un certain nombre de mesures. Je pense à toutes les mesures qui touchent les emplois publics, par exemple, les fonctionnaires, les jours de carence qu'on nous dit... Vous parlez des fonctionnaires, mais là, on parle de l'éducation nationale. L'éducation nationale, mais également, par exemple, les jours de carence. Où, à un moment, le groupe socialiste nous a dit qu'il voulait revenir sur le jour de carence dans la fonction publique. Ça n'est pas tranché, apparemment. C'est pas tranché. Mais voilà, autant de mesures qui auraient une conséquence directe sur l'état de nos finances. Voilà. Clairement, ce que nous considérons, c'est que nous avons atteint un seuil maximum, entreprise ou particulier, en termes de prélèvement obligatoire, et qu'aller au-delà, ça serait dangereux pour la compétitivité. Très bien. En tous les cas, l'exercice va être difficile pour vous aussi, hein, comme rapporteur du budget. Vous voyez le Premier ministre comme un père à la rigueur, vous? Non, je le vois comme quelqu'un de réaliste qui a hérité d'une situation excessivement difficile et qui, je crois, fait les efforts pour que la France puisse se redresser et atteindre les objectifs européens qu'on s'est fixés. Je crois qu'il fait bien son job. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce journal. Le gouvernement promet le retour de l'État, par ailleurs, dans les banlieues, mais à moyens constants. Il veut se focaliser désormais sur 1 millier de quartiers. Parmi les mesures nouvelles annoncées, une subvention de 5 000 € pour chaque embauche d'un jeune issu donc des cités. Le reportage à Clichy-Montfermeil de Mathilde Bélanger et Nathalie Guillouard.
À la mission locale de Clichy-Montfermeil, on reçoit des jeunes en recherche d'emploi qui viennent chercher conseil. Zacharia a 23 ans, il enchaîne les petits boulots et les périodes de chômage. Et il en est sûr, son lieu de résidence est un handicap. Moi, j'ai déposé mes CV extra. Mes CV, lettres de motivation, ils m'ont jamais répondu. Et vous pensez que c'est parce que vous venez de Clichy Ouais. Ça aussi, ça joue. Le jeune public habitant les banlieues vit un peu ce sentiment d'exclusion au quotidien. C'est vrai qu'on a quelques cas, où voilà, il y a clairement discrimination par rapport au lieu de résidence, mais encore une fois, il y a aussi discrimination en tant que jeune. Clichy-Montfermeil est le plus gros chantier de rénovation urbaine en cours, mais malgré les incitations, rares sont les entreprises qui s'y installent. C'est pour renverser le problème que le gouvernement souhaite y expérimenter les emplois francs, une subvention de 5 000 € pour les entreprises embauchant en CDI un jeune issu de ces quartiers. Une mesure intéressante pour les responsables de l'emploi dans l'agglomération, à condition de cibler correctement les jeunes qui peuvent en bénéficier. Notre cible sont plutôt des jeunes très peu qualifiés ou des personnes de plus de 26 ans peu qualifiées. Donc ça ne veut pas dire que ces jeunes qualifiés, on parle de bac plus 4, bac plus 5 dans le cadre des emplois francs, n'existent pas. Néanmoins, je crois qu'il faudra peut-être les rechercher par d'autres biais. Je ne suis pas sûre non plus qu'ils soient inscrits majoritairement à Pôle emploi. La mesure sera testée dans une dizaine d'autres zones sensibles, dont Marseille, Grenoble et Amiens, avant une possible généralisation l'année prochaine. Après la viande, le lait, point d'interrogation. En tous les cas, la découverte de viande de cheval dans des plats supposés préparés avec du bœuf a relancé, vous le savez, les interrogations sur les pratiques de l'industrie agroalimentaire. Les ministres concernés d'ailleurs, l'agriculture, la consommation, l'agroalimentaire, ont été auditionnés tout à l'heure par la Commission des affaires économiques. Aujourd'hui, une association, Fromage de Terroir, lance une accusation qui semble grave. 90% des produits laitiers seraient fabriqués par du lait importé. Calomnie, dit-on, du côté des professionnels français. Véronique Pagnon s'est lancée à l'assaut des étiquettes avec un certain mal. C'est fabriqué en France, mais on ne sait pas d'où. Normandie ou on ne sait pas. Je regarde un autre fromage. Alors, c'est pas marqué. Difficile en effet de savoir d'où vient le lait utilisé pour la fabrication de ces produits. Les étiquettes se limitent à l'adresse du fournisseur. Quant aux détails, ingrédient par ingrédient, pas même un indice. Ce manque d'informations sur les étiquettes donne lieu à toutes les hypothèses. L'association des fromages de terroir affirme que 90% du lait utilisé dans les produits laitiers et fromagers ne viendrait pas de France. Insensé, selon la Fédération nationale des industries laitières, très peu de lait serait importé. Pour trouver des produits dont on connaît la provenance, il reste une solution. Les fromagers et crémiers, comme dans cette boutique du 14e arrondissement de Paris. Ici, 70% des fromages sont achetés à Rungis, 30% directement à de petits producteurs. Dans les deux cas, la maison assure connaître la provenance du lait. Chaque produit que je reçois, j'ai l'étiquette d'origine, plus le bon de livraison. En plus, moi, j'ai visité pas mal de fromageries, donc je sais que la plupart des produits que j'ai ici, c'est le lait qui vient vraiment des petits producteurs qui fabriquent le fromage. Cette certitude a un coût, les prix sont souvent plus élevés ici que dans les enseignes de la grande distribution. Yaourt, lait en brique, fromage, l'association Fromage de Terroir demande un meilleur étiquetage de ces produits. Voilà avec nous donc ce soir Véronique Richer-Le-Rouge, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Fromage de Terroir et vous êtes l'auteur de ce livre Ton fromage fout le camp à propos de notre pays. On le déplore avec vous évidemment. Avec nous également ce soir Jean-Jacques Lasserre, bonsoir. Vous êtes sénateur centriste des Pyrénées-Atlantiques et c'est important, ancien président de la coopérative Lurberry qui a accédé à la notoriété évidemment par le biais de la société Spanghero. Vous le déplorez bien sûr avec nous ce soir. Et puis Charles Pernin est avec nous, vous êtes chargé de mission à l'association de consommateurs CLC. Bon, on va parler de la viande d'abord, hein évidemment, monsieur Lasserre. Alors qu'aujourd'hui se sont déroulées des perquisitions et des auditions au siège de Spanghero. Est-ce que vous avez une idée de la culpabilité de cette société qui a été reprise il y a quelques années par votre coopérative? Vous voyez les mots que vous employez. La culpabilité, la responsabilité. La responsabilité de cette société.
peut-être y aura-t-il culpabilité. Bien entendu que je mesure l'ampleur de la fraude, je n'en connais pas encore les auteurs. Bien sûr, c'est une chose qui me traumatise parce que pendant de longues années de ma vie, je me suis consacré à des responsabilités dans l'agroalimentaire et c'est vrai qu'une affaire comme celle-ci, il faut aller jusqu'au bout des investigations, il faut en tirer les enseignements. Peut-être qu'à quelque chose, le malheur sera bon et il faut également essayer de bien circonscrire le champ des responsables. Je suis persuadé qu'on pourra en bout de course employer le pluriel. Tout ça, ce n'est pas pour trouver des raisons et trouver des prétextes et des excuses, et peut-être dire quelques mots sur la folie du système dans lequel nous essayons de nous mouvoir. On va en parler. Essayer de se mouvoir. Mais justement, vous êtes proche des éleveurs qui ont créé cette coopérative, qui livrent leurs produits. Et ils ont manifesté hier, vous les avez vus. Ils ont manifesté contre des dérives de la politique du chiffre dans cette coopérative. Ils disent s'entraider c'est bien, dans une coopérative, s'entraider. Vous savez, les agriculteurs ont manifesté, ils ne sont pas satisfaits de ce qui s'est passé. Ceci dit, il faut bien connaître les contextes locaux et il faut savoir qu'en Pays Basque, comme ailleurs en France, on peut considérer que deux approches, deux types d'agriculture se confrontent, malheureusement se confrontent. Et hier, l'expression, ou en tout cas la manifestation était le fait des agriculteurs davantage versés, et ils ont raison en partie sur les circuits courts, davantage les défenseurs d'une agriculture de proximité, des agriculteurs qui ne comprennent toujours pas, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en explique, qui ne comprennent toujours pas la nécessité qu'il y a pour les groupes coopératifs d'avoir une taille convenable pour accéder au marché. D'entrer dans le système de la mondialisation, d'avoir une politique d'expansion, c'est ce que vous dites en fait. Je pense qu'il faut que les secteurs, y compris coopératifs, aient les capacités ordonné, bien entendu, d'affronter les marchés d'aujourd'hui. L'agriculture ne pourra pas vivre en autarcie et chaque agriculteur ne pourra pas, dans sa camionnette réfrigérée, alimenter le consommateur qui est à 10 km de chez lui. Il faut que les deux schémas cohabitent. Et ça nous amène à la question que vous avez posée vous-même, monsieur le sénateur, il y a un instant. Est-ce que cette industrialisation est synonyme de plus grand risque de tricherie et aussi de malbouffe pour nous autres? Alors, qu'en pensez-vous? Oui, non, oui, non? Vous répondez oui, madame. Oui, parce qu'en France, on n'a pas développé de contre-pouvoir. C'est vrai que le système, les fraudes ont réduit leurs effectifs. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a pas mal de contrôles qui n'aboutissent pas. Le consommateur n'est pas suffisamment informé. Donc finalement, on a donné les clés aux groupes agroalimentaires en leur disant, bah, écoutez, allez-y. Et le profit est le seul critère aujourd'hui. Monsieur Pernin, est-ce que pour vous, l'industrie agroalimentaire cherche toujours à abaisser les coûts en jouant de la mondialisation, justement? Alors, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a des entreprises, des groupes qui sont aujourd'hui détenus, par exemple, par des fonds d'investissement qui cherchent à avoir une rentabilité économique et financière maximale et donc qui vont chercher la matière première là où elle est le moins chère, ce qui explique, notamment dans le scandale de ces lasagnes au cheval, qu'on ait découvert qu'il y avait une succession comme ça de traders, de négociants et d'intermédiaires qui vont permettre d'aller chercher la matière première la moins chère. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça, ce sont des choix stratégiques d'entreprise et qu'il faut les assumer. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place ensuite un certain nombre de garde-fous pour éviter le type de fraude et peut-être aussi de scandales sanitaires qu'on peut avoir dans ces filières très complexes. Et aujourd'hui, effectivement, on a un recul des contrôles officiels et ça, c'est très grave. On ne peut pas assurer la fiabilité du système uniquement sur la base des autocontrôles. Donc, on a besoin de contrôles officiels et comme ça a été dit, on a besoin de transparence, d'informer le consommateur pour qu'il puisse choisir ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un mot sur le lait, parce qu'on ne comprend pas très bien, madame Richer-Le-Rouge. Quel est le risque aujourd'hui quand on achète du lait à l'étranger? Ce sont des chiffres que vous publiez dans ce livre et qui sont contestés d'ailleurs, à la fois par le ministre de l'Agriculture, que nous avons rencontré cet après-midi, et par les professionnels français du lait qui disent que c'est de la calomnie. Quel est le risque potentiel? Alors, dans le livre, je ne publie pas ces chiffres-là. Je parle de 90% de fromage industriel, ça c'est la pure vérité. Quand vous regardez 11% de fromage AOP, dans ces AOP, à peu près la moitié qui sont pasteurisés industriels. Les chiffres aujourd'hui officiels ne disent pas tout. On n'a même pas les chiffres des fromages fermiers. Vous allez sur le site du CNIEL, vous regardez les chiffres 2011, vous ne les avez pas. Ça, c'est pour les fromages. Sur les risques de tromperie, puisqu'on est dedans. Là. Voilà, la demande aujourd'hui que je formule auprès du ministre, c'est d'étiqueter clairement l'origine du lait. Pourquoi? Aujourd'hui, les packs de lait
de consommation, les laits qui sont destinés à fabriquer des yaourts, des fromages blancs et les fromages industriels, je ne parle pas des fromages AOP, ces laits-là viennent de l'Europe entière, voire de plus loin. Nous avons des laits d'assemblage. Il y a un second marché qui s'appelle le marché spot, qui renégocie en fait les prix des excédents de lait. On revient au trading, là, ce qu'on évoquait. Et le lait marché voyage, spot, on est exactement dans le même système que la viande, c'est-à-dire le lait voyage est transformé en caillé congelé, en poudre. Les yaourts sont faits d'ailleurs avec du lait en poudre. Donc, aujourd'hui, le chiffre que je donne, 90%, c'est peut-être 85%, mais les industriels n'ont qu'à donner le vrai chiffre. Pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas capables de tracer le lait, c'est-à-dire de donner l'origine du lait, qu'ils le disent. Alors, monsieur si Lasserre, mes vous chiffres avez votre point de vue qu'ils le aussi disent. sur cette question du lait, forcément. Franchement, madame, jamais je n'aurais pensé que ce chiffre atteignait 90%. Alors, je ne suis plus versé dans ce type d'activité. Ça me paraît quand même tout de même très élevé. Moi, je pense quand même il y a au niveau du consommateur une exigence de traçabilité. Hein. Ça, c'est un fait certain. Dans le domaine que vous évoquez, tout comme dans le domaine de la viande, je pense qu'il n'est pas insurmontable pour les entreprises, quelles qu'elles soient, de trouver les moyens d'indiquer d'où le produit vient, même s'il y a 2 ou 3 étapes successives, et pour qu'en bout de course, contrairement à ce qu'on dit, on dit que la viande connaît une bonne traçabilité et que les produits manufacturés ou les produits industriels, c'est difficile de le mettre en place. Moi, je prétends que non, c'est pas plus difficile d'indiquer une bonne traçabilité sur des lasagnes, sur des boulettes, que sur un morceau de viande. Donc, je crois aussi qu'on se crée des complications pour s'exonérer de la discipline. Quand vous mettez sur un pack de lait de nos montagnes, lait de ferme, lait sélectionné, lait d'ici, ils viennent d'où ces laits? Eh bien, qu'ils le disent. Puisqu'ils disent qu'aujourd'hui, je dis des herbes, qu'ils viennent débattre de ce sujet-là. Bah, écoutez, alors on va vous proposer. Écoutez la réponse du ministre Le Foll, donc le ministre de l'Agriculture, qui vous apporte cette réponse. A priori, 90% des fromages français faits par du lait qui viendrait de l'extérieur, je ne crois pas. Parce que ce soit le comté, que ce soit tous les fromages AOC, tous les fromages qui sont produits sont faits par définition ou des échippés, sont faits sur des territoires parfaitement identifiés et avec des productions qui sont parfaitement identifiées au niveau territorial. Sur un certain nombre de fromages de grands distributeurs ou de grandes industries, type la vache qui rit, Belle et tout ça, c'est aussi sur des bassins laitiers qui sont parfaitement identifiés. Voilà, le ministre de l'Agriculture et Camilla Campuzano, est-ce que Madame Richer-Lerouge, vous ne cherchez pas à vous emparer d'une polémique sur la viande pour en créer une, peut-être artificielle, sur le lait? Encore une fois, je ne parle pas des fromages AOP. Le ministre vient de citer le comté. Le comté n'est pas concerné. Les AOP définissent un territoire de collecte. Donc on ne parle pas de cela. Mais par contre, la vache qui rit, puisqu'il vient de le citer, on ne sait pas aujourd'hui avec quoi c'est fait. Je doute que le lait soit complètement français. Un mot, Monsieur Perrin. Oui, moi je pense qu'on a parlé tout à l'heure de contre-pouvoir et je pense que c'est une notion très importante. Oui. Sur un marché et sur les marchés de consommation, c'est toujours le cas, il y a une asymétrie. C'est-à-dire que le producteur en sait beaucoup plus sur son produit, sur l'origine, sur la façon dont il est fait, que le consommateur. Et on doit rééquilibrer ce rapport commercial et il faut pour cela fournir une information et nous allons faire du lobbying auprès de la Commission européenne pour exiger l'information sur l'origine des ingrédients dans les produits transformés et y compris dans les produits laitiers. C'est aussi votre revendication, Monsieur Lasserre. C'est ce que demandent les éleveurs. Tout ceci ne me choque pas, bien entendu. Très bien. La question du nouvelobs.com aujourd'hui était celle-ci. Est-ce que vous faites confiance à l'industrie agroalimentaire? Et vous avez répondu non à 88%, évidemment. Le scandale des plats cuisinés est passé par là. Il va y avoir du chemin à remonter, du terrain à gagner à nouveau face aux consommateurs. Du chemin à remonter, c'est pas perdu pour vous. Ce n'est pas impossible. Vous voyez, on peut dire 2 mots. Non. Un mot. Non, simplement. Tous les partenaires ont une responsabilité. Il faut mettre en place des contre-pouvoirs, d'observation ou de réglementation. Et voulez-vous que je vous dise, il faut aussi que le consommateur retrouve les chemins du goût, retrouve les chemins de la connaissance personnelle du bon produit. Notre société a été destructrice de tout ça. Là, je vous convie à des débats ultérieurs et peut-être à de beaux challenges. Allez, avant de terminer, on revient sur la principale information d'ailleurs de cette journée. Je vous la donnais tout à l'heure. Donc, je vous le disais, 7 touristes français, dont 4 enfants, enlevés au nord du Cameroun. Les détails avec Joachim Robe. C'est ici que les 7 touristes français ont été enlevés, au nord du Cameroun, près du parc naturel de Ouaza qu'ils venaient de visiter. Il s'agit d'une famille d'expatriés, 3 adultes et 4 enfants, qui vivraient à Yaoundé, la capitale. Ils se dirigeaient vers un autre parc naturel plus au sud, quand ils ont été attaqués par des hommes armés et à moto.
Aucune revendication pour le moment, mais les soupçons se portent sur des extrémistes islamistes. La zone où ils ont été pris est au nord du Cameroun, non loin à la fois du Nigeria et du Tchad. Et c'est ce qui nous permet de penser que c'est probablement cette secte Boko Haram, qui avait déjà des ramifications dans le passé avec les terroristes du Mali. Boko Haram, des extrémistes qui tentent d'imposer la charia au Nigeria. À leur tête, Abubakar Sheko, responsable d'offensives contre l'armée nigériane et de plusieurs enlèvements d'occidentaux. Ça signifie que la lutte contre les groupes terroristes, la diversité des groupes terroristes, est une nécessité absolue. Avec ce nouvel enlèvement, 15 Français sont désormais otages en Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonsoir à tous, à très vite.